Une vingtaine de suspects arrêtés par la police israélienne. Ils sont soupçonnés d'appartenir à un réseau terroriste anti-arabe responsable de plusieurs attentats en Cisjordanie. Un chef historique de la résistance afghane aurait été capturé par les soviétiques au lendemain de l'offensive dans la vallée du Panchir. Des combats se poursuivraient dans la région. Dari Boudboul récidive, la première femme jockey à avoir remporté le tiercé, était de nouveau à l'arrivée cet après-midi à Longchamp. La combinaison gagnante, le 2, le 13 et le 18. C'est Michele Alboreto sur Ferrari qui a franchi le premier la ligne d'arrivée du Grand Prix de Belgique. Derek Warwick est deuxième sur Renault et René Arnoux troisième sur Ferrari. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Notre correspondant à Jérusalem vous l'annonçait dès hier soir. Un très important réseau d'extrémistes juifs a été arrêté par la police israélienne. Une vingtaine de personnes qui sont soupçonnées d'être responsables de nombreux attentats dirigés contre des Arabes de Cisjordanie ces dernières années. La police et l'armée se refusent à donner des précisions sur ce sujet, mais on estime de bonnes sources à Jérusalem que ce groupe serait le plus dangereux et le plus subversif jamais découvert en Israël. Et surtout, il y aurait parmi les suspects arrêtés des personnalités occupant des fonctions importantes, aussi bien dans l'armée que dans le personnel politique. Tout de suite, le récit de cette affaire avec Charles Anderlin à Jérusalem. Ici, au commissariat central de Jérusalem, une dizaine de suspects sont interrogés par les enquêteurs. Dans l'ensemble du pays, du Golan à Hébron, en passant par Tel Aviv, une trentaine de militants nationalistes religieux sont sous les verrous, notamment des officiers de réserve et d'active et des responsables d'implantation en Cisjordanie. Les tribunaux interdisent la publication de leurs noms pour ne pas gêner l'enquête. C'est le plus gros coup de filet jamais réalisé par la police dans ces milieux. Les services de sécurité ont réussi à empêcher un véritable massacre vendredi en désamorçant 16 bombes placées ici dans 5 autobus arabes de Jérusalem-Est. Des attentats destinés à tuer des dizaines de personnes. C'est la première fois que le terrorisme anti-arabe prépare une telle opération. Il y a près de 4 ans, 3 maires palestiniens avaient été gravement blessés lors du plasticage de leur voiture. Et l'année dernière, des inconnus ont tué par balle 3 étudiants de l'Institut islamique de Hébron. Les enquêteurs espèrent détenir les auteurs de ces attaques, mais faute de preuves, certains suspects devront être relâchés. Cette affaire a frappé de stupéfaction le pays. La condamnation est unanime, de la gauche à l'extrême droite, mais des questions de fond commencent à être posées. Nous avons demandé à l'ancien ministre de la police, Shlomo Hillel, s'il pensait, comme un ex-chef des services spéciaux, que les implantations étaient de véritables serres pour un terrorisme juif. Pas nécessairement, je crois que le climat en général est plutôt responsable. Il y a le fanatisme qui est devenu assez connu dans le pays. Alors c'est l'atmosphère en général et je ne veux pas dire directement que c'est les gens qui sont dans les établissements de l'autre côté en Cisjordanie, ça veut dire. Alors, à quoi attribuez-vous ce climat de fanatisme? Tout d'abord, la folie pure et simple, la stupidité, si vous voulez. Et ensuite, je crois que l'atmosphère en général dans notre région, le fait qu'on n'arrive pas à résoudre le problème. Les attentats avortés de vendredi interviennent après le détournement il y a 15 jours de l'autobus d'Ashkelon par des terroristes palestiniens. Un cycle de violence que le cabinet Shamir espère avoir brisé, au moins du côté israélien. Oui, alors, de nombreuses personnalités israéliennes avaient vigoureusement condamné les tentatives manquées d'attentats à la bombe commis vendredi contre ces autobus palestiniens. Et l'on évoque de nouveau ce soir le problème des colonies de peuplement qui se sont multipliées ces dernières années en Cisjordanie. Il semble en effet que ce soit dans certaines de ces colonies que l'on trouve les éléments les plus radicaux du terrorisme anti-arabe. D'ailleurs, plusieurs responsables de ces colonies feraient partie des personnes arrêtées hier par la police. Alors Didier Eppelbaum nous explique l'enjeu et la raison d'être de ces colonies qui suscitent la polémique en Israël. Il s'est rendu à Kiryat Arba, là où ont eu lieu les arrestations d'hier. À Kiryat Arba, c'est la stupeur. Plusieurs des suspects arrêtés hier et avant-hier sont des résidents connus de cette implantation construite il y a 15 ans près d'Hébron en Cisjordanie. Les tribunaux israéliens ont interdit la publication de toute information susceptible de les identifier. Néanmoins, à Kiryat Arba, tout le monde est au courant.
C'est bien qu'on ait évité une catastrophe. Les forces de sécurité l'ont empêché, bravo. Mais dommage que les gars se soient fait attraper. Pourquoi dommage? Et parce qu'ils aiment le peuple et le pays d'Israël. À Kiryat Arba, on se méfie de la presse, on tourne le dos à la caméra, on s'est vite rendu compte que le terrorisme anti-arabe nuit à la cause des implantations. D'abord, nous sommes très heureux qu'une terrible catastrophe ait été évitée. En d'autres mots, que l'attentat n'a pas réussi et que les bombes n'aient pas explosé. Deuxièmement, nous regrettons que des Israéliens, apparemment, soient capables de faire une telle chose, qui est un crime terrible de terrorisme. Est-ce que ce genre d'attentat contre les Arabes ne va pas dans le sens de ce que vous voulez, de votre idéologie, de votre politique, d'installation de Juifs dans les territoires ici? Je ne comprends pas votre question. Quel est le lien entre le peuplement de la Judée-Samarie et le terrorisme? Je rejette la question. On fait une injustice criante à la ville de Kiryat Arba. Dès qu'il se passe quelque chose, dans ce cas comme dans d'autres, on fait des généralisations à tous les habitants de Kiryat Arba et ça fait mal. Depuis quelques années, Kiryat Arba et ses habitants étaient dans le collimateur des forces de sécurité israéliennes qui ont procédé à de nombreuses arrestations sans résultat. Cette fois, le coup a été porté au cœur du mouvement annexionniste. Cet événement aura des répercussions importantes sur le développement des implantations, comme par exemple ici, la reconstruction du vieux quartier juif d'Hébron. En France, M. Barr était aujourd'hui l'invité du Club de la presse d'Europe numéro 1. L'un des thèmes abordés par l'ancien Premier ministre, le problème des dénationalisations dans l'hypothèse d'un retour de l'opposition aux affaires. M. Barr s'est par ailleurs déterminé par rapport aux prochaines échéances politiques. Nous écoutons Raymond Barre. Je ne participe pas à des parties de bras de fer. Alors certains disent il attend tranquillement la catastrophe pour apparaître comme le recours. Je crois, monsieur Sévenot, que vous pouvez être convaincu que je ne souhaite pas la catastrophe de mon pays. D'autres disent c'est un philosophe, c'est un sage, il regarde avec amusement et ironie ce qui se passe dans le microcosme, mais il ne s'engage pas sur le plan politique. Il se trompe également sur mon comportement. Car je me suis engagé et je compte bien m'engager pour les échéances décisives, c'est-à-dire pour les législatives et pour l'élection présidentielle. Mais s'il advenait que je doive être candidat à l'élection présidentielle, croyez-moi, je ne serai pas candidat comme émanation d'un parti, ou je ne demanderai pas l'investiture d'un parti. Je suis fidèle à l'esprit de la Ve République. L'élection présidentielle, c'est une affaire de confiance entre un homme qui se présente au suffrage de ses compatriotes et entre les Français qui lui accordent ou non sa confiance. Parmi les petites phrases politiques de ce week-end, à noter celle de Louis Mermaz, qui était l'invité de RTL Le Monde. Pour le président de l'Assemblée nationale, la stratégie de l'Union doit continuer et on ne peut faire l'Union si on se prive de l'adhésion de 4,5 millions de Français. M. Mermaz faisait référence aux communistes, bien sûr, et il ajoute « Nous verrons dans les mois ou les semaines qui viennent si l'Union est encore possible ». De son côté, le président du Front National, M. Le Pen, qui était l'invité du Forum de Radio Monte-Carlo, M. Le Pen conteste l'aide financière au retour des immigrés qu'il considère comme une discrimination au détriment des Français. Les états-majors politiques profitent de ce week-end pour réunir leurs troupes. Hier, l'UDF avait rassemblé les responsables départementaux des partis qui la composent pour déterminer les grandes orientations de la campagne aux élections européennes. Au même moment, le Parti socialiste tenait sa 6e conférence consacrée aux entreprises. Une réunion qui dure jusqu'à demain et qui est l'occasion d'un débat parfois animé entre partisans et adversaires de la politique économique actuellement menée par le gouvernement. Laurence Auervin a suivi pour nous les débats d'aujourd'hui. Vous
Beaucoup d'entre vous l'ont dit. Cette conférence nationale a pour but de relancer l'activité des militants socialistes dans les entreprises et à un moment difficile. Les suppressions d'emplois et les pertes de pouvoir d'achat provoquent les critiques ouvertes du CRS, le courant minoritaire animé par Jean-Pierre Chevènement. Celui-ci est en désaccord avec la politique économique actuelle. Il faut selon lui mettre la rigueur au service de la croissance. L'action actuelle du gouvernement n'est pas la pâle copie du précédent septennat, a aujourd'hui répondu le ministre Pierre Bérégovoy. Il n'y aura pas de réponse à la question que pose l'ensemble du monde du travail et finalement l'ensemble de la société française sans une croissance économique soutenue. Mais nous sommes, chers camarades, au cœur du problème. La croissance économique, quelqu'un vient de le dire, elle ne se décrète pas. La croissance économique, elle ne nous est pas donnée. Et si on peut penser qu'une reprise internationale l'y aidera, il ne faut pas trop l'attendre des autres. La croissance économique que nous voulons, elle doit venir de l'effort qu'il nous faut accomplir pour être plus compétitifs en tout domaine. Le ministre socialiste s'est voulu rassurant, mais a-t-il convaincu les militants du CRS? Convaincu non, rassuré sur le plan du principe, oui. Il a réaffirmé, c'est vrai que le gouvernement le reconnaît, que la croissance est une nécessité pour réussir notre politique et pour, face aux engagements pris par le Parti socialiste et par le gouvernement vis-à-vis des travailleurs, de faire en sorte que ces engagements soient réalisés. Les divergences, c'est sur les conditions de réaliser cette croissance. Je crois que ce débat sur la croissance est un débat relativement artificiel, car je crois que le parti, dans ses textes, a réaffirmé à de nombreuses reprises qu'il ne considérait pas comme possible de sortir le pays dans l'état où la droite l'avait laissé sans relancer notre économie. Donc je crois qu'il est assez aberrant et assez illusoire de vouloir opposer dans le parti ceux qui seraient pour la croissance et ceux qui seraient contre la croissance. Un débat artificiel, ce n'est pas l'avis du CRS et de Jean-Pierre Chevènement qui souligne les dangers d'une croissance économique ralentie. La minorité du CRS demande donc une clarification. Demain, ce sera au premier secrétaire, à Lionel Jospin, de s'adresser aux militants socialistes. La Confédération du recours, qui regroupe les rapatriés d'Algérie, tiendra son congrès national le 26 mai prochain. C'est ce qu'a annoncé son porte-parole, Jacques Roseau. Le recours déterminera à cette occasion la position du million d'électeurs rapatriés face à l'échéance européenne. Le recours demande d'ores et déjà une bonne et rapide application de la loi d'aménagement des dettes et la promulgation de la loi sur les retraites pour les rapatriés. Vous vous souvenez qu'en 1981, le recours avait appelé au second tour des élections présidentielles à voter en faveur du candidat François Mitterrand. Coup d'envoi aujourd'hui de la campagne de sensibilisation mise en place par le Conseil national de prévention de la délinquance. Il s'agit d'un spot télévisé de 45 secondes qui devrait être diffusé une quarantaine de fois sur les 3 chaînes de télévision, et cela jusqu'au 3 juin. C'est une campagne nationale, mais déjà des initiatives ont été prises au plan régional par certaines associations qui tentent, à leur manière, d'enrayer ce mal qu'est la petite délinquance. Ainsi, Colmar, en Alsace, est l'une des 150 villes françaises à s'être dotée d'un conseil communal de prévention. Michel Perrault. L'un d'entre eux risque de tomber. Que faisons-nous? Que faites-vous? La prévention de la délinquance, c'est l'intérêt de chacun. La prévention de la délinquance, certains s'en occupent déjà depuis longtemps. À Colmar, par exemple, l'association Espoir a créé ses ateliers. Les hommes qui travaillent ici ont été ou pourraient être tentés par la délinquance. En leur procurant une occupation rétribuée, même modestement, il s'agit surtout de leur rendre confiance en eux-mêmes. Sont accueillis principalement des gens qui sont hébergés dans nos foyers d'accueil, qui sont en attente de trouver un travail à l'extérieur, ou alors qui vraiment sont assez atteints dans leur santé et qui ont très peu d'espoir de trouver un travail dans une entreprise extérieure. Mais il y a aussi la possibilité pour nous d'accueillir maintenant, et de plus en plus souvent, des personnes condamnées par les tribunaux à exécuter un travail d'intérêt général
des petites peines variant entre 40 heures et 240 heures. Nous y accueillons aussi, depuis quelque temps, des gens en semi-liberté ou des libérés conditionnels pour éviter l'incarcération. Daniel a 25 ans. Condamné à la suite d'une bagarre, il avait le choix entre la prison et une peine de substitution. On a été condamné à 2 mois de prison ou 80 heures de travaux. Et vous n'auriez pas préféré vous débarrasser une fois pour toutes par une peine de prison? Vous savez, si on n'a pas connu ça, on a pensé que ce serait le mieux pour travailler. C'est pas mauvais comme système. En maçonnerie, tout ça, et en menuiserie, des métiers qu'on n'a jamais fait, ça reste. Encadrés par 3 professionnels, ils sont une quinzaine à travailler dans ces ateliers. Outre la menuiserie, on les emploie des tâches de récupération, de restauration de meubles ou encore de dépannage. Le produit de leur travail est mis en vente et l'argent ainsi rapporté sert à les payer. Un salaire certes très faible, mais qui leur permet surtout de ne pas se sentir inutiles. Mais l'association a voulu aussi s'occuper des victimes en créant un service destiné à les assister. Une aide matérielle d'abord. Ces 2 roues, par exemple, sont destinées à être prêtées à ceux dont le vélo ou le cyclomoteur a été dérobé. À la suite d'un cambriolage ou d'une effraction, l'association peut envoyer un technicien susceptible de changer la serrure forcée ou remplacer une vitre brisée. Mais lorsque la victime est encore sous le choc de l'agression, les membres de l'association doivent aussi pouvoir l'orienter dans ses démarches. C'est eux qui m'ont guidée pour me dire d'aller au tribunal de grande instance, et c'est madame la juge qui m'a reçue et qui m'a dit, qui m'a expliqué, qui m'a écouté, qui a compris mon cas, qui était extrêmement grave, et qui m'a accordé une certaine somme. Les conseils communaux de prévention mis en place par la commission de bonne maison devraient jouer en France le même rôle que cette association. Mais le dévouement ne se décrète pas, et une fois le conseil communal mis en place, tout reste à faire. Des combats se poursuivraient toujours en Afghanistan après l'offensive menée par les soviétiques dans la vallée stratégique du Panjshir au nord-est de la capitale. C'est la 7e offensive menée depuis 4 ans dans cette région par les troupes de Kaboul appuyées par les soviétiques. Et selon certaines sources afghanes à l'étranger, l'un des chefs historiques de la résistance, le commandant Massoud, aurait été capturé au cours de cette opération dans laquelle les soviétiques ont engagé 12 000 soldats. Philippe Rochaud. Ce combattant de 30 ans, c'est Ahmed Shah Massoud, chef de la résistance de la vallée du Panjshir. Il aurait été capturé au début de l'offensive soviétique. Mais personne ne l'a vu menotte au poing, et ça n'est pas la première fois que Radio Kaboul fait courir la nouvelle de son arrestation afin de saper le moral de la résistance afghane. Pourtant c'est vrai, Massoud n'a pas donné de ses nouvelles depuis une semaine, depuis le début de l'attaque soviétique contre le Panjshir. Le Panjshir, au nord-est de Kaboul, c'est cette vallée de 100 km de long, bastion de la résistance afghane. 10 000 combattants et 100 000 paysans solidaires de leur combat. L'an passé, une trêve a été conclue entre les soviétiques et les maquisards afin de permettre aux paysans de faire les récoltes. Mais cette année, les soviétiques ont décidé d'en finir avec la résistance de cette vallée à 50 km seulement de Kaboul. Les attaques lancées par les maquisards contre les convois soviétiques de carburant sur la route de Salang, des frontières de l'URSS à Kaboul, n'ont fait que retarder l'offensive. Offensive commencée le 21 avril dernier, 800 blindés et 12 000 soldats soviétiques, d'après les satellites d'observation américains, ont participé à cette opération Panjshir qui a permis aux forces communistes de pénétrer de 40 km à l'intérieur de la vallée. Le professeur Rabbani, l'un des chefs de la résistance, estime que le contingent soviétique en Afghanistan atteint aujourd'hui 200 000 hommes. Mais surtout, de nouveaux bombardiers à long rayon d'action sont utilisés, en plus des MiG et des hélicoptères Mi-24. Ils sont stationnés à la frontière soviéto-afghane et non plus sur la base de Bagram, où ils étaient vulnérables. Devant cette attaque d'envergure, les maquisards afghans se sont repliés en amont, après avoir placé des mines anti-chars, pour retarder l'avance des forces soviéto-afghanes dans la vallée du Panjshir. Mais coupés de leur base arrière au Pakistan, ils n'ont pu donner aucune nouvelle. On parle de 600 morts en une semaine de combat. Les soviétiques auront du mal à anéantir la résistance du Panjshir, mais réussiront sans doute à éloigner un peu plus les maquisards de la capitale, Kaboul.
Un agriculteur catholique a été tué aujourd'hui en Irlande du Nord. Une bombe de très forte puissance avait été placée dans sa voiture qui a été pulvérisée, tuant Thomas McGrary alors qu'il s'apprêtait à rentrer chez lui. Les émeutes auraient fait 200 morts, ou plutôt c'est la répression de ces émeutes qui aurait fait 200 morts à Saint-Domingue, alors que les dominicains manifestaient contre la hausse des prix des produits de base, un phénomène devenu tragiquement classique dans les pays du tiers-monde. C'est donc le bilan d'une semaine d'émeutes, alors que la situation demeure toujours très tendue dans l'île. Jean-Marc Ilouz. Elle n'aurait pas dû tirer, ce n'étaient que des gens sans armes. Et pourtant, elle a fait feu, l'armée dominicaine. Non pas 40 morts parmi les émeutiers de la faim, comme on le reconnaissait officiellement dès lundi, mais beaucoup plus. 200 morts au moins, à en croire non seulement le comité dominicain des droits de l'homme, mais aussi les témoignages discrets de certains médecins, en dépit des consignes officielles de silence imposées aux directeurs d'hôpitaux. Les responsables des émeutes sont l'extrême droite et le Parti communiste, dit le gouvernement. Peut-être, mais c'est d'abord la hausse de 20 à 90% des prix des produits alimentaires de première nécessité qui, ici, comme à Tunis ou au Caire, a provoqué l'explosion populaire. Mesure d'austérité liée à Saint-Domingue aussi, à l'obstention de crédit du Fonds monétaire international. À Saint-Domingue, on a toujours faim et l'armée aujourd'hui réoccupe les rues de la capitale. Un fort tremblement de terre en Italie, c'est le centre du pays qui a été secoué par ce séisme de magnitude 6 sur l'échelle de Richter. Rome, tout comme Ravenne ou Florence, ont ressenti la secousse. Il y a quelques dégâts matériels et plusieurs blessés. Les Catalans votaient aujourd'hui en Espagne pour renouveler leur parlement autonome. La participation a été assez forte malgré la pluie et l'on connaîtra les résultats dans la nuit. Une messe d'anniversaire était célébrée ce dimanche à Notre-Dame de Paris pour marquer le 69e anniversaire du génocide arménien de 1915. Une messe de rite arménien célébrée par le responsable apostolique des Arméniens catholiques de France. Dari Boudboul avait un grand sourire en mettant pied à terre tout à l'heure à Longchamp. Pour la deuxième fois, elle venait de remporter le tiercé. Un nouveau pied de nez en direction de ses collègues masculins qui, il y a quelques semaines encore, ne croyaient guère aux chances de succès de cette petite dame. De plus en plus sûr d'elle, Dari Boudboul est toujours en queue de peloton à l'entrée de la ligne droite. Et c'est Don Laurel qui est en tête du peloton devant Duc Dubourg, Siegfried à la corde, est aux prises avec Tumulto, Sharpset est au centre et à l'extérieur, Octavio commence à venir très fort avec Mehdi. Godefroy, l'un des favoris, se rapproche lui aussi. Abdonski lance alors sa pointe de vitesse et traverse le rideau de faux qui est devant lui. À 100 mètres du poteau, Dari attaque maintenant Don Laurel et Valledi qui sont à la lutte avec Tumulto. Dari soutient énergiquement Abdonski et gagne ainsi son deuxième tiercé en un mois, une performance que beaucoup de jockeys n'ont pas encore égalée. Cette victoire enthousiasme les turfistes et pour cause, puisque l'arrivée du tiercé 2, 13, 18, Abdonski, Valledi et Don Laurel rapporte dans l'ordre pour 5 francs 41 217 francs 50 et dans un ordre différent toujours pour 5 francs 8 243 francs 50. Le Français Éric Caritou a pris cet après-midi la tête du classement général du Tour d'Espagne cycliste. On courait la 12e étape, remportée par l'Allemand de l'Ouest, Raymond Dietzen. Et puis, c'est le pilote italien Michele Alboreto qui a franchi le premier sur sa Ferrari la ligne d'arrivée du Grand Prix de Belgique à Zolder. Ferrari place 2 voitures dans les 3 premiers, puisque derrière Derek Warwick, arrivé 2e sur Renault, c'est René Arnoux qui prend la 3e place sur Ferrari. Henri Bodiguel. De Ferrari en première ligne, c'était pour le moins inattendu et dès le feu vert, Michele Alboreto confirme sa pole position des essais en prenant le meilleur départ, tandis que Keke Rosberg, lui, rate complètement le sien. Au bout de la première ligne droite, le classement est le suivant, Alboreto sur Ferrari, devant Warwick sur Renault, très bien parti, René Arnoux, Winkelhock, De Angelis, Prost, Patrese et Piquet. Malchanceux en début de saison, les Ferrari et les Renault sont donc bien partis pour prendre une belle revanche. D'autre part, et pour minimiser les risques de panne d'essence en vue de l'arrivée, la distance du Grand Prix a été réduite d'1 tour. La course en revanche n'aura duré que 5 tours pour Alain Prost, panne de moteur. Malchanceux lui aussi, mais au Brésil, puis 3e à Kyalami, Derek Warwick va faire une course magnifique et mener sa Renault à la 2e place devant René Arnoux. Michele Alboreto a peut-être attendu un peu trop avant de changer ses pneus et il sort un peu large.
D'autre part, la bagarre pour la 3e place entre Arnoux et Rosberg est absolument superbe. L'un et l'autre sont de formidables battants et leur démonstration est pour le moins impressionnante. Tandis que Piquet abandonne à 3 tours de l'arrivée. Ainsi donc, après avoir mené la course de bout en bout sans même avoir perdu la tête après son arrêt pneu, Alboreto l'emporte tandis que Rosberg perd la 3e place juste avant la ligne, et ce pour cause de panne d'essence. Ce sont des voitures moins rapides mais ô combien chargées d'histoire qui faisaient ce matin le tour de l'Obélisque à Paris avant de se retrouver au Bourget. Les tractions avant fêtaient aujourd'hui leur 50e anniversaire. Il y en avait de toutes les formes, toutes les tailles, toutes les couleurs et pour tous les goûts, tant il est vrai qu'un demi-siècle plus tard, l'attraction continue de passionner les amateurs. Parmi eux, Thierry Calmette et Jean-Jacques Ledeuil. Vous pensiez que l'attraction, c'était après-guerre la solution hexagonale aux problèmes routiers des PDG, des élégantes, des congés payés, des familles nombreuses. La voiture typiquement française. Depuis 50 ans, l'attraction avant a envahi le monde. Un millier de tractionnistes chevronnés se retrouvent à Paris. C'est la fête des 7, des 15, des 11. En avant l'attraction. En tête du cortège, bien sûr, les cabriolets ou autres speeders, comme ce modèle unique qui attire toujours les regards. Est-ce que les dames vous regardent dans la rue lorsque vous êtes dans votre cabriolet? Ah oui, beaucoup. Enfin, oui. Je crois qu'elles apprécient toujours cette voiture qui est simple et qui ne devrait pas être équipée de trop de chrome ou de trop de couleurs impossibles. 1934. Les temps héroïques de la révolution automobile. En 1940, l'exode. En 1944, elle passe glorieusement des mains de l'occupant à celles des libérateurs. Moi j'étais dans la résistance et nous avions une traction 11 légère dont les portes avaient été enlevées. On avait enlevé les portes et on roulait pour pouvoir sortir vite fait avec la mitraillette sans avoir les portes à ouvrir. Donc c'est une voiture historique. Les années 50, elle devient la voiture du président de la République, de Monsieur Tout-le-Monde ou même des gangsters. Près de 800 000 exemplaires construits, 8 000 roulent toujours. 1984, la mode continue. Les concentrations de traction permettent aux passionnés de trouver la pièce indispensable. Il en reste beaucoup. Faire provision de souvenirs, de gadgets, c'est toujours rouler en traction. Et à peu de frais. Le fin du fin, voiture d'époque, robe d'époque, et bien sûr le parfum. Quant à l'attraction avant du futur, eh bien elle existe déjà. Avant de donner la parole à Brigitte Simonetta pour la météo, je souhaite la bienvenue à un nouveau confrère qui est dans les kiosques depuis vendredi. Il s'agit de l'Express Paris, un supplément du magazine L'Express. Il est gratuit et sera distribué en même temps que son grand frère national. On y trouve tout ou presque ce qui peut intéresser les Parisiens. Et maintenant, des nouvelles de la météo avec Brigitte Simonetta et toujours des incendies. Oui, il nous faut parler du feu. 45 hectares de forêt dans le Bas-Rhin, 1100 en Bretagne, 500 en Ardèche, 150 dans la Haute-Loire. En tout, ce sont 1795 hectares qui ont brûlé ce week-end. Des centaines d'hommes se sont mobilisés pour combattre ces foyers et l'un d'entre eux a été gravement blessé. Alors on sait d'ores et déjà que ces incendies sont d'origine criminelle. Le beau temps n'y est pour rien. Le vent, la sécheresse peuvent favoriser l'expansion du feu. Ils ne peuvent sûrement pas le faire naître. Que se passera-t-il demain? Car demain, la situation météorologique est, selon la formule consacrée, globalement positive. Vous savez, seul le sud est touché par une dépression en provenance de la péninsule ibérique. Alors regardons l'animation satellite. Ce matin, les nuages remontaient très haut, mais ils étaient peu actifs. L'activité, elle était là, sur le sud-ouest, et vous le voyez, elle a tendance à glisser vers le sud-est. Cette nuit, elle gagnera la Méditerranée. Résultat, sur notre carte
carte de demain. Nuages, orages et ondées orageuses des Pyrénées occidentales, orientales, à la Côte d'Azur et à la Corse. Partout ailleurs, persistance du beau temps, de plus en plus frais. Gelée nocturne jusqu'à -1 degré dans le Massif central et à l'est. Et les températures maximales demain après-midi seront aussi en baisse, de 13 à 21 degrés sur la moitié nord et de 17 à 23 degrés seulement sur la moitié sud. Demain, lundi, dernier jour du mois, le soleil se lèvera à 6h31, se couchera à 21h05 et ce sera la journée des Robert. C'est Hervé Claude qui vous présentera le dernier journal aux environs de 23h05. Il aura pour invité le coureur automobile Jean-Pierre Jarrier. Et vous retrouverez demain à 12h45 les célèbres moustaches de Noël Mamère. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 20h. Très bonne soirée sur Antenne 2.